Retour sur le plateau de Politique avec Dominique Régnier, directeur de Fondapol, Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge, Roland Querol, directeur du CETAN et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de Atlantico.fr. On parlait dans le fond, la place que prend Nicolas Sarkozy dans cette campagne sans laisser vraiment de place à Alain Juppé. On va parler de François Hollande qui a été... et décoré pour être aux États-Unis, à New York, avant l'Assemblée générale de l'ONU, homme d'État mondial. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays, Dominique. Un président qui est auréolé à l'étranger. On voit qu'il a fait beaucoup d'efforts sur la scène internationale et qu'un bilan en politique étrangère n'est jamais payant. Bon, ce sont des prix, je ne sais pas quels sont les critères, mais ce sont des prix. Et non, je ne dis pas ça en mauvaise part, hein, je ne connaissais pas vraiment les critères. Mais Nicolas Sarkozy l'avait eu aussi en 2008 ou 2009. Voilà. Bon, de toute façon, c'est très bien, félicitations, et c'est très bien aussi pour la France, puisque c'est le président. Donc, ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir aujourd'hui une espèce de fin de cycle. C'est fini, quoi. Le mandat est fini. Alors que nous sommes encore à 8 mois de l'élection. Donc, c'est des quinquennats qui sont devenus... 4 années en réalité, et sur la plupart des chantiers majeurs, c'est un échec. Donc voilà, le déficit est toujours là, le niveau des prélèvements est explosif, le chômage est resté un chômage record. La comparaison avec quelques pays voisins est toujours extrêmement dure, en termes de croissance notamment, y compris avec un pays comme l'Espagne, dont on dit qu'il y a plus de chômeurs, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on n'a pas les mêmes modes de calcul. Et on a, encore une fois, nous, une fonction publique qui congèle une partie de la statistique, si je puis dire. Si on applique le calcul, au fond, que l'on pratique en Espagne, on a en France 20% de chômeurs hors fonction publique. Donc voilà, sur ces grands chantiers, ça ne marche pas du tout, c'est un échec, et le quinquennat est terminé. Donc je trouve ça, moi... tout à fait étonnant. Et alors, nous devrions avoir une opposition, et je termine là-dessus, une opposition qui le bombarde, qui le canarde sur ces thèmes-là, sur ce mode-là. Et en fait, elle est tout entière occupée à sélectionner son futur champion. Donc, il y a une espèce de paysage dynamité, et en même temps désert, où personne n'est là pour essayer de le dire. Oui, et un président aussi piégé quand tout le monde est parti en campagne, piégé à l'Élysée, piégé dans son corseté, dans son rôle qu'est-ce qu'il fait dans le fond? Il fait que des discours. Alors, et beaux discours, puisque le discours de Wagram avait une belle tenue, le discours d'hommage... Zéro effet. Mais effectivement, zéro effet. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah bon, vous avez un... Je pense que le niveau de faiblesse de... un espoir en tant que tel. Non, je pense que ce que montrent les sondages à l'heure actuelle n'est pas du tout représentatif de ce que sera la dynamique à l'arrivée. On n'est pas au moment du choix, on est dans un moment d'émotionnel. Là, on pose la question aux gens, est-ce que vous aimez François Hollande? Même les électeurs socialistes hardcore ont un peu de peine à répondre que oui, ils ont trouvé que c'était un quinquennat exaltant. Quand la question qui leur sera posée, ça sera « je vote pour lui », mais pour lui, c'est aussi contre un autre, vous verrez qu'il ne sera pas à 11 dans les sondages. Il sera mécaniquement forcément plus. Il ne va pas devenir très fort. Il ne va pas devenir très fort. Mais il ne sera pas aussi faible. Et si on le prend dans un autre sens, qui d'autre à gauche est moins faible que lui? Moi, je n'en vois pas d'autre. Ouais. Moi, Macron aussi peut, mais bon, Macron... oui, mais c'est toujours difficile quand on est populaire auprès des électeurs de vieux de droite de se faire élire sur une cible de gauche quand même. Mais... Ouais. Je crois que la période a cet avantage pour François Hollande, à part le fait qu'en effet les projecteurs à droite sont braqués ailleurs, ce qui est assez pratique, ça lui permet de cultiver un positionnement qui puisse lui permettre d'être éventuellement crédible, comme on dit, par rapport aux candidats de droite, a fortiori, si comme il l'espère, ça sera Sarkozy. C'est le positionnement de la cohésion nationale. Par rapport à ceux qui divisent, ceux qui accusent, ceux qui clivent en permanence la société, il veut apparaître comme celui qui est ouvert à une société plurielle, comme l'était jadis la gauche, éventuellement fraternelle. Son mot. Et qui, en effet, permettent de voir une autre façon, comme il dit, une autre idée de la France. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on n'est jamais élu sur la politique étrangère. C'est vrai que les présidents de la République ont toujours adoré ça, parce qu'à l'étranger, on n'a pas d'opposition. Voilà, on fait ce qu'on veut, sans contrôle.
Mais au-delà de ça, le fait qu'il y ait ce positionnement international, ça renforce la possibilité d'un discours sur la cohésion nationale. Donc je pense qu'il est dans une période de préparation de sa candidature où ce qu'il fait là n'est pas absolument nul et pourrait être mémorisé par les électeurs de gauche. Il y a en ce moment des tas de candidats à gauche ou à gauche de la gauche. Il y en a des tas. La gauche est absolument pulvérisée, éclatée. Le jeu, je crois, pour lui, c'est de se dire qu'entre octobre, novembre, décembre, janvier, c'est encore long tout ça. Hein, il peut y avoir une relégitimation comme candidat de celui qui est le président c'est ce que disait, et qui a ce discours au-dessus de toute cette gauche éclatée. Les autres, ils auront besoin d'argent, ils auront besoin de signatures, et il n'y en a pas beaucoup qui sont en situation de l'avoir. Tout ce que vient de dire Roland est parfaitement valable jusqu'au 27 novembre, date du deuxième tour de la primaire des Républicains. Parce que ce soir-là, on saura qui sera le vainqueur et comment, parce que ça se jouera aussi, de la primaire Les Républicains. Et ensuite, les difficultés vont commencer vraiment pour François Hollande. Bien sûr. Parce qu'il va se lancer dans une primaire. Alors, il faut reconnaître que tactiquement, il a bien verrouillé l'affaire avec Cambadélis et Drey. C'est-à-dire que Montebourg est obligé d'y venir, et puis on lui mettra Hamon, et puis on lui mettra Lindemann, et puis on lui mettra même Filoche. Pourquoi pas ? C'est-à-dire ces fameux 30% de la gauche qui n'ont jamais pesé plus, jamais pesé moins, grosso modo. Et comme le dit Cambadélis, il y a un électorat du Parti socialiste qui a ses traditions. François Hollande gagnera la primaire. Sauf que pendant 2 mois, s'il est candidat, il va se retrouver exposé au feu d'un candidat, les Républicains, qui, pour faire oublier éventuellement les dégâts de la primaire, tirera à vue, au feu de Montebourg, Hamon et quelques autres qui n'ont aucun intérêt à lui faire des cadeaux parce qu'ils considèrent qu'il faut en finir avec la période Hollande, au feu d'un Mélenchon qui participera à l'ambiance générale. Donc, vous imaginez... Et au feu d'un François Bayrou éventuel, parce que si comme Roland le dit, il préfère Nicolas Sarkozy, il a quand même un candidat qui peut être largement aussi dangereux. Côté socialo-socialiste, il a verrouillé son affaire. Et puis, il y a Macron. Bon, moi, j'ai fait partie de ceux au début qui disaient... J'étais sensible à l'idée que ça pouvait être une bulle médiatique. Je constate quand même que l'effet dure, qu'il y a une appétence. Il y a une attente. Je ne sais pas s'il aura les 500 signatures, parce que ça va être très compliqué. Et d'après ce qu'on me dit, il est en train de prendre conscience que, au début, il s'était dit ça va être facile, je les aurai. Et là, ça risque d'être plus compliqué parce que le verrouillage de tous les partis en place fonctionne. Absolument. Tous les partis fonctionnent. C'est terrible, hein. Ça va être très compliqué si vous n'êtes pas aidé. Mais il y a quand même l'effet Macron. Et ça, c'est terrible pour Hollande parce qu'il y a un paradoxe. Macron, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, ça élargit le spectre de la gauche, si vous additionnez tout le monde. Et quand il n'est pas là, il y a 7 à 8 points de gens qui retournent voter à droite au sein de cet électorat que Hollande et Dominique doivent connaître très bien, qui est très volatile. Là, je ne sais pas combien ils sont, 15-20%, mais entre le centre-gauche et le centre-droit, un jour on vote Bayrou, le lendemain Macron, enfin ça dépend des cas de figure. Bon. Donc François Hollande, il est quand même dans une situation très, très compliquée de ce point de vue-là, parce que sa légitimité sortira quand même fin janvier, à 2 mois de l'élection. Ça va être très compliqué ensuite de dire à tous les électeurs de gauche, votez pour moi, il y a que moi. Mais Bruno, le calcul de François Hollande, il n'est pas de se dire comment je vais redevenir fort. Il est, je pense, assez intelligent pour savoir qu'il ne va jamais redevenir fort. Son calcul, c'est celui du trou de souris. Il se dit, à l'inverse, il y a plus ou moins 30 à 35% de voix à gagner au premier tour, enfin que la droite peut espérer gagner au premier tour de la présidentielle. S'il y a 2 grosses candidatures, et puis éventuellement un Nicolas Dupont-Aignan, imaginez un Henri Guénaud qui grappille un point. Ou d'autres. Et bien, vous avez 2 candidatures, deux candidatures qui se neutralisent en quelque sorte, qui arrivent dans les parages de 15-16%, et bien il suffit que s'il y en a un qui a 15-9, l'autre à 16, et François Hollande il a 16,1, il est qualifié pour le deuxième tour. Alors c'est pas le scénario le plus probable, mais c'est le seul dans lequel il puisse gagner. Il calcule sur 20. Oui, c'est ça, à peu près. Oui. Mais je voudrais voir si ça se passe sur 20, pour le coup. Non, mais lui calcule comme ça. Ça s'est déjà joué à 19. Dans Libération, Alain Duhamel qui a... On n'en arrivera pas là cette fois-là. Chirac, 19, 2002, Dans Libération, Alain Duhamel, qui est un bon fin connaisseur de la vie politique, depuis un vieux connaisseur de la vie politique, que François Hollande, dans le fond, a inauguré l'ère du président sacrificiel. Avant, il y avait l'ère avec les autres, Mitterrand, avec même Chirac, l'ère de l'héroïsme, de la séduction. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec Duhamel sur cette notion de sacrifice, dans le fond, de président je vais reprendre 2 minutes la parole, mais il l'a théorisé lui-même dans la revue Le Débat. D'ailleurs, ça a causé quelques remous chez les socialistes qui sont attachés à l'idée de Jupiter qui avait inventé Pilan et Collet pour Mitterrand. François Hollande dit l'ère du président jupitérien, c'est fini.
Voilà, citation terrible. Deuxième citation, le président est aujourd'hui un émetteur comme les autres. C'est-à-dire qu'il considère lui-même que la parole présidentielle... Pourtant, les institutions n'ont pas changé. Non, mais lui vous dit aujourd'hui, François Hollande, président de la République, le président de la République est un émetteur comme un autre. Et effectivement, il est dans une posture aujourd'hui, il va jouer de ça dans les mois qui viennent. Je me suis sacrifié pour la France. J'en ai pris plein la figure parce que je me suis dévoué pour les Français. Et malgré le fait qu'ils sont mécontents et qu'ils me le disent et qu'il me faut entendre, je vais leur parler fraternité quand même. Voilà. Mais effectivement, ils considèrent qu'il n'est plus un président jupitérien comme l'était ses... Avec peut-être ce léger correctif qui n'emploiera aucun mot qui ressemble à sacrifice. Jamais. Il dira dévouement, il dira engagement. Voilà. De ce point de vue, c'est pas le maréchal Pétain quand même. En faisant totalement abstraction quand même de son bilan, parce que certes, on n'est plus forcément dans la période des présidents qui présidaient en majesté. Peut-être que l'époque a changé, les réseaux sociaux, etc. Mais enfin, ce sont aussi... C'est ce qu'il a fait lui, c'est la personne qu'il est, c'est lui qui a voulu être un président normal. Et après, il y a quand même ce qu'il a fait. On peut regarder, Dominique en parlait tout à l'heure, les résultats des pays de nos voisins. La France était systématiquement au-dessus de la zone euro, des résultats de la zone euro, que ce soit en matière de chômage, de déficit, etc. Jusqu'en 2012, on est systématiquement en dessous. Maintenant, quand il nous dit « je n'ai pas eu de chance », pardon, on pourrait assez facilement argumenter de l'inverse en disant « il a une conjonction de planètes comme il y en a peu existé ces derniers temps avec la baisse de l'euro, la baisse des matières premières, une banque centrale européenne qui se met à déverser des milliards dans l'économie européenne et pour autant la France ne fait rien. Donc c'est un peu facile de dégager sa responsabilité en disant soit j'ai pas eu de chance, soit je suis un président sacrificiel. Mais il ne dira pas que ça, il défendra son bilan économique. J'imagine bien qu'il ne dira pas que ça, mais je pense que dans sa tête, et c'est révélateur... Il défendra son bilan économique en essayant de faire savoir... C'est un président commentateur, ce n'est pas un président qui est dans l'action. Vous verrez qu'il défendra l'idée qu'il a transformé la France, que même par rapport à la culture gouvernementale de gauche, il a accepté de l'entraîner dans une voie qu'il n'appellera pas social libéral. Mais qui aura existé. Mais c'est bien son drame, Roland, qu'il ne l'appelle pas comme ça, parce qu'il aurait pu, on aurait pu justement... Non, mais Rocard avait échoué, ça. Oui, mais on aurait pu le créditer, mais d'autres y sont parvenus quand même. Tony Blair, Gerhard Schröder, enfin, oui, mais là, on est en France, c'est vrai. Oui, certes, on est en France, mais enfin, il n'a jamais... Oui, mais c'est quand même le problème. Si jamais vous n'allez vous battre au sein de votre parti, il y a eu un congrès du Parti Socialiste l'an passé, on peut quand même raisonnablement penser que vous pouvez faire des motions de clarification idéologique. Dire à un moment, on choisit... oui, mais précisément... La clarification est socialiste... Mais Roselyne, le problème se pose de la même manière à droite, et la droite sera confrontée, si elle revient au pouvoir, exactement au même problème. Elle n'a pas préparé ce qu'elle veut faire, parce que là, la primaire, on fait semblant de croire que tout le monde y va de son programme. Enfin, quand vous regardez, c'est quand même un peu tous les mêmes programmes, à part quand ils se mettent à parler des Gaulois. Mais il n'y aura, une fois qu'ils seront au pouvoir, rien de différent. Et on ne saura pas si la droite, elle continue à être pro-européenne, ou est-ce qu'elle considère qu'il faut au contraire un peu soit en sortir, ou soit, ça je ne crois pas qu'il y aura grand monde qui défendra ça, mais soit la reconstruire, la refonder. Il y a des tas de sujets sur lesquels on ne fait pas ces efforts intellectuels-là, et ça se paye une fois qu'on est au pouvoir. Allez, on parle quand même de Jacques Chirac, et effectivement, donc il a été hospitalisé pour une infection pulmonaire et soudain la machine s'est emballée hier avec un tweet malheureux de Christine Boutin qui avait écrit « Mort de Chirac, panique dans les rédactions ». Tout le monde s'est préparé à... Pour être honnête, la panique, elle était un peu avant le tweet aussi. Oui. C'est une très forte rumeur de la matinée. C'est vrai, même dimanche. Si nous sommes honnêtes, il faut le dire. Enfin bon, on sait qu'il est mal en point, qu'il est âgé. Voilà, hospitalisé pour une infection pulmonaire, ça ne dit rien de bon. Donc on ne va pas en parler au passé parce qu'il est toujours vivant. Mais on parlait là des présidents, on parlait du président sacrificiel. Dans le fond, ce président Chirac a été un président dans l'héroïsme, dans la séduction. Pourquoi aujourd'hui les Français l'aiment à ce point alors qu'il a été détesté pendant peut-être parce qu'il avait compris que la culture française et l'esprit des institutions, et c'est ce que le général de Gaulle avait voulu faire, que la figure du président est au-dessus des partis. Jacques Chirac présidait en majesté. On le voit bien, il était incroyablement impopulaire pendant sa carrière politique, tout comme il l'a été, il a battu des records d'impopularité alors qu'il était à l'Élysée. Maintenant, c'est pas juste l'effet nostalgique, c'est parce qu'il était une certaine image de la France, et ni
Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'ont voulu s'astreindre à ça. L'un parce qu'il se laissait aller à dire des 4 pauvres cons ou à pas s'empêcher d'aller sur un yacht en Méditerranée, et les Français le lui ont reproché. Pas tant, encore une fois, pour les mots en tant que tels, mais parce qu'il ne donnait pas l'impression de faire l'effort, justement, d'être le roi de France. Et François Hollande, en voulant être un président normal, même chose, n'a pas essayé de remplir ce rôle-là. Et il se trouve qu'on est en France, il se trouve que les Français attendent ça. Moi, ça me frappe, là, les réactions sur Jacques Chirac. Le Premier ministre espagnol qui a assuré la transition démocratique, Monsieur Suarez, qui est mort il y a peu de temps, il n'y a pas eu du tout d'émotion à ce niveau-là en Espagne. Et pourtant, les Espagnols lui doivent beaucoup, incomparablement plus que ce que les Français doivent à Jacques Chirac. Et ce n'est pas un jugement péjoratif, mais franchement, la transition, ça n'a pas généré... Parce que la culture politique est différente. On a là des présidents qui ne veulent pas jouer cette culture-là. Donc, soit ils changent les institutions, on renonce à avoir une figure présidentielle, soit ils s'adaptent par la personne qu'ils sont à la fonction qu'ils occupent. Je crois que les mandats de Jacques Chirac à l'Élysée, politiquement, c'est un échec. Et il y a beaucoup de mal à savoir quoi accrocher comme réalisation au personnage de Jacques Chirac, la fin du service militaire et le fait qu'on n'a pas rejoint les Américains dans la guerre contre l'Irak. Exactement. Et c'est ça qui avait rendu les Français mécontents politiquement, le sentiment qu'il ne se passait pas ce qu'ils attendaient. En même temps, ce qui permet aujourd'hui le retour de la nostalgie, parce qu'il y a quand même la nostalgie pour ce qui était avant. Aussi, mais ce qui alimente, à mon avis, la nostalgie, je parle comme ancien sondeur, c'est qu'il y a toujours quelque chose que Chirac a gardé dans les enquêtes d'opinion, c'est l'affection des gens. On se disait souvent entre sondeurs, on dirait qu'il y a un mot qui a été inventé pour Chirac, c'est sympathique. Quand on demandait dans les enquêtes... Les Français n'aiment pas mon mari, ça lui est venu sur le tard. Oui, il était longtemps détesté. Là, elle avait tort. Mais non, mais en même temps qu'il était super menteur, en même temps qu'on pensait qu'il était... En même temps qu'on pensait qu'il était à l'Élysée, à partir du moment où il est à l'Élysée, on se dit qu'est-ce qu'il fait. Mais en même temps, les gens disent, quand vous dites comment vous définiriez Jacques Chirac de façon absolument ouverte, ça commençait toujours par sympathique. Voilà. Il y a eu quand même une espèce de contact entre cet homme et la population française qui dépassait largement son électorat, qui permet aujourd'hui de retrouver quelque chose d'affectueux à son égard. Si on parle d'incarnation, c'est probablement le dernier président de la Ve République qui a porté justement la tradition que De Gaulle avait voulu reprendre à son compte des 2 corps du roi. On est dans cette tradition. Il y a une synthèse entre une nation devenue républicaine et puis capétienne. Et il devient président aux yeux des Français, curieusement, à la mort de le soir de la mort de Mitterrand, lorsqu'il vient livrer un discours qui est probablement un de ses meilleurs. Oui. Et ce jour-là, on se dit, ah oui, quand même, il y a une transition, on passe de l'un à l'autre et on est à une certaine hauteur. Ce qui est vrai par ailleurs aussi, et là je rejoins Roland, c'est qu'effectivement, le bilan du premier septennat et du quinquennat, c'est assez faible dans l'ensemble. Mais moi, juste là-dessus, juste d'un mot là-dessus, moi je pense qu'on oublie 2 choses majeures qui ne sont pas des grands sujets politiques, qui passionnent des éditorialistes politiques, mais il s'est engagé dans un combat contre l'insécurité routière. Si on raisonne en termes de quotidien des Français, c'est plusieurs milliers de vies qui ont été sauvées chaque année. Il s'est engagé aussi dans un combat contre la douleur à l'hôpital. C'est vrai. Non, mais vraiment contre la dépendance. Et on raisonne toujours sur les grands dossiers, machin, etc. Mais enfin, la vie des gens, c'est quand même... Il y a un Français sur 3 qui a dans son entourage quelqu'un en situation de dépendance. Oui, mais il a géré ces sujets-là. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas de la légende, mais en termes d'impact sur la vie, c'est pas négligeable. Président aussi de l'immobilisme, Dominique, Jacques Chirac. Je ne suis pas très à l'aise avec cette conversation, pour tout vous dire, puisque... Je trouve qu'on est en train de... C'est une conversation qu'on peut avoir... Non, on pourrait... pourquoi s'interdire de parler de Chirac? On a bien parlé du bilan de Hollande. Oui. Voilà. J'ai pas vu le tweet de Madame Boutin sur Hollande. Il m'a échappé, c'est pour ça. Demain. Voilà. Non. En tout cas, voilà, je sais pas, ce sont des choses qui sont souvent dites. Vous ne voulez pas vous exprimer sur Chirac aujourd'hui, non, mais ce que représente sa figure aujourd'hui? On peut en parler, mais c'est on en parle aujourd'hui parce qu'il y a cette rumeur, c'est un peu désagréable, je trouve. Non, mais avant même la rumeur, il y a quand même une émotion depuis qu'il est hospitalisé. Oui, ça, évidemment. Oui, on ne peut pas passer là-dessus. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel il a eu un positionnement assez original et avec lequel les Français aujourd'hui probablement sont en harmonie. Ça a pu faire sourire beaucoup à l'époque, c'était à tort. Tout ce qui est dialogue des cultures, protection de l'environnement, quoi qu'il ait fait ou pas fait là-dessus, ou pas grand-chose, sont quand même des traits essentiels du monde qui désormais est le nôtre. Et d'une certaine manière, sur ce plan-là, il a eu une intuition de ce qu'était notre monde aujourd'hui, un monde multiculturel, où la question environnementale est majeure.
Et probablement quelque chose s'est passé, parce que vous n'êtes pas dans le rythme de l'histoire comme il est en disant cela ou en marquant sa sensibilité à l'égard de cela, sans provoquer une forme de réflexion collective qui plutôt, j'imagine, tente à dire aujourd'hui qu'en effet, ce sont des enjeux qui sont devenus absolument centraux. Moi, j'avais fait un petit bouquin sur lui, où j'avais essayé de voir. Il a été élu en 95. C'est le premier président globalisé, en quelque sorte. 95, c'est le début de la globalisation. On a, à partir de lui, parce qu'il est arrivé à ce moment-là, c'est tout, c'est pas lui, c'est le moment où il est arrivé, on a des présidents qui sont confrontés à des puissances incroyables, qui dépassent, que ce soit le climat, les migrants, les finances, la culture, tout ce qu'on voudra, qui dépassent la puissance dont les États sont capables. Et c'est un choc entre la figure, je dirais, gaullienne d'un État puissant et souverain, et puis ces grandes entités qui aujourd'hui gouvernent le monde. Donc il y a un problème profond, d'une certaine manière, il l'a éprouvé, et puis il a essayé aussi d'énoncer des voies de sortie. C'est resté très théorique, mais c'est assez, je pense, en harmonie avec ce que ressentent beaucoup de personnes. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont tout le monde reprend la personnalité de Jacques Chirac. Aujourd'hui, Jean-Sébastien disait en 88, 86, 88, mais à gauche, pour la gauche mitterrandienne, c'était l'ennemi le plus intolérable. C'est Malik Oussekine, c'est Charles Pasqua. Et il y avait une détestation, mais profonde, de ce que pouvait incarner Jacques Chirac et d'un certain nombre de sa majorité. Et aujourd'hui, vous avez toute la gauche Mitterrand qui se sent aussi un petit peu orpheline de la personnalité de Chirac, à la perspective qu'il puisse lui arriver quelque chose. Oui, un article dans Le Monde qui s'appelait Hitler von Chirac. Ça, je me souviens de cet article, c'était incroyable, et qui comparait un des meetings du RPR au congrès de Nuremberg. C'était quand même deux petites choses. La première, pour dire que pour moi, le discours le plus important de Jacques Chirac, c'est le Veldiv, c'est ça. Ça, c'est le courage d'aller dire ce que la République n'avait encore jamais dit. Et je trouve que c'est incroyablement fort, et je pense qu'il faudra le relire, parce que c'est une chose qui mérite de rester. Et la deuxième chose, c'est en revanche l'erreur fondamentale commise sur le plan politique. Je ne veux pas parler de la dissolution, qui était déjà une sacrée bourde en 97, mais en 2002... il fait 19% au premier tour. Grâce, si j'ose dire, à la présence de Le Pen, il fait 82% au second tour. Et là, dans le tréfonds de la France, on s'attend à ce que quelque chose qui ressemble à l'unité nationale se retrouve au niveau du gouvernement. Et il fait un gouvernement pour moins que 19%. Là, c'est sa lecture traditionnelle de la Ve République qui est probablement l'erreur majeure. Il a raté le coche. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Pauline Hellman et à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission. Merci.